RDC, la conférence épiscopale nationale, qui fait part d'anomalies dans le déroulement du dépouillement, demande à la CENI de poursuivre des actions garantissant la transparence du processus électoral. Au Nigeria, l'armée est sur le point de lancer une offensive pour reprendre la ville de Baga aux combattants de Boko Haram. Cette ville stratégique est tombée aux mains des djihadistes jeudi dernier. Et puis 45 migrants clandestins ont été secourus par les gardes-côtes au large de l'île de Kerkena dans l'est de la Tunisie. Une information confirmée par la garde nationale tunisienne qui n'a pas fait état de victimes. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, la conférence épiscopale nationale demande à la CENI de poursuivre des actions garantissant la transparence du processus électoral. Lors d'une sortie effectuée ce lundi, la mission d'observation électorale de l'Église catholique a fait part d'anomalies notées dans le déroulement du dépouillement des résultats des élections. Les images. La mission d'observation électorale de l'Église catholique a fait part lundi d'anomalies dans le déroulement du dépouillement des résultats des élections générales organisées dimanche en République démocratique du Congo. Selon l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques catholiques de la RDC, les observateurs de l'Église catholique ont transmis jusqu'à 9h, heure locale, ce lundi, 4161 rapports sur le dépouillement. Au nombre de ces rapports, 3626 indiquent que le nombre des bulletins dans l'urne était égal aux données électroniques de la machine à voter, ce qui n'était pas le cas dans 535 bureaux de vote. 2839 rapports attestent que la fiche des résultats du vote était affichée au terme du dépouillement. Par contre, 342 attestent qu'elle ne l'était pas encore. Durant cette sortie, la conférence épiscopale nationale du Congo a demandé à la Commission électorale nationale indépendante de poursuivre toute action garantissant la transparence du processus électoral. Pour assurer la crédibilité des résultats, le secrétariat général de la CENCO demande à la CENI de poursuivre toute action garantissant la transparence du processus. L'affichage des résultats issus du comptage manuel devant les bureaux de vote. Le secrétariat général de la CENCO félicite le gouvernement d'avoir assuré le bon fonctionnement de l'Internet et de CMS. Je suis désolé d'apprendre juste avant d'entrer dans la salle qu'on a coupé l'Internet, mais le message était déjà signé. Je vous remercie. La conférence épiscopale a promis de publier son rapport préliminaire d'observation le 2 janvier 2019. Elle affirme avoir déployé 40 000 observateurs durant les scrutins. Les résultats provisoires officiels de ces élections présidentielles, législatives et provinciales sont attendus dimanche prochain. Il faut dire qu'au lendemain des élections en République démocratique du Congo, les Congolais sont dans l'attente des résultats, mais d'après la Commission électorale nationale indépendante, les résultats provisoires ne seront connus que le week-end prochain. La longue attente des résultats a commencé à la fermeture des bureaux de vote ce dimanche soir en République démocratique du Congo. Le comptage manuel des voix se poursuivait ce lundi matin dans des bureaux de vote. De Kinshasa à Goma, 2000 km plus à l'est de Kisangani, à Lubumbashi, les premiers résultats étaient affichés à destination des habitants dans les centres de vote où le comptage des voix se poursuivait ce lundi matin. Bon, on attend parce qu'on nous a dit qu'on va publier les résultats provisoires les 6, les dimanches. Nous attendons vraiment parce que nous sommes persuadés et c'est Martin Fayoulou, notre président, qui va passer. Parce que partout là où nous passons, c'est lui qui gagne les résultats. C'est un peu ça. Que les témoins de nos partis politiques n'ont pas participé à toutes les étapes parce que dans beaucoup de bureaux, on les a empêchés de participer surtout à la compilation des résultats. Alors que c'est ça l'étape la plus importante dans ces opérations-là. Avant même la centralisation des procès-verbaux pour cette troisième présidentielle depuis 2006, le dauphin de Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari, et les deux opposants Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi ont déjà commencé la bataille des procès d'intention. D'après le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les résultats provisoires de la présidentielle
doivent être annoncés le 6 janvier prochain avant d'inévitables contentieux devant la Cour constitutionnelle. Ce dimanche, le pape François a prié pour la République démocratique du Congo et a appelé tous les acteurs à assurer un déroulement régulier et pacifique des élections historiques qui comportent également des volets législatifs et régionaux. Pour ces élections, Kinshasa a refusé toute aide logistique des Nations Unies, présente depuis 20 ans au Congo, de même que toute mission d'observation occidentale. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel continue d'examiner des dossiers de candidats à l'élection présidentielle. Parmi les pièces à vérifier, des millions de parrainages d'électeurs récoltés par chaque candidat. Reportage. Les sages du Conseil constitutionnel sénégalais poursuivent l'examen des dossiers des candidats à l'élection présidentielle. Au nombre des pièces à vérifier, des millions de parrainages d'électeurs récoltés par chaque candidat. Entre 53 000 et 66 000 sont nécessaires afin de pouvoir concourir le 24 février prochain, date de la tenue du scrutin. La vérification des dossiers n'est pas terminée et pourtant, les états-majors de plusieurs candidats à la présidentielle ont déjà affirmé que le leader allait pouvoir concourir, affirmant avoir déjà validé leur candidature. Une affirmation contre laquelle les juges du Conseil constitutionnel les ont mis en garde, précisant que le nombre de parrainages d'électeurs récoltés et validés ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures. L'entourage de Karim Wade, Madické Niang, Khalifa Sall ou encore Ousmane Sonko assure en avoir validé suffisamment. Selon des sources, le président sortant Macky Sall, lui, est d'ores et déjà assuré de vaincre cet obstacle, sa coalition ayant récolté les signatures de plus de 2 millions d'électeurs. Toujours selon des sources, d'autres sont déjà dans une mauvaise posture et déjà réputés exclus du scrutin, comme Boubacar Camara et ses 40 000 parrainages rejetés sur 60 000 en raison de doublons sur sa liste avec celle d'un autre candidat. Quant aux parrainages défectueux, ils seront bientôt dévoilés. Le Conseil constitutionnel a prévu de les dévoiler officiellement pour chaque coalition mercredi prochain. Au Nigeria, l'armée est sur le point de lancer une offensive pour reprendre la ville de Baga aux combattants de Boko Haram. Cette ville stratégique, important port de pêche sur le lac Tchad, est tombée jeudi dernier aux mains des djihadistes qui avaient pris d'assaut 2 bases de l'armée nigériane et de la force multinationale mixte. Les détails. Selon des sources militaires et des membres de milices civiles combattant aux côtés des forces armées, l'armée nigériane est sur le point de lancer une offensive pour reprendre la ville stratégique de Baga aux djihadistes de Boko Haram. Des dizaines de véhicules militaires venus de la capitale régionale Maiduguri sont entrés dimanche soir à Mongono, à 50 km de Baga, dans la perspective de l'offensive pour reprendre la ville. Des combattants du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, une faction de Boko Haram affiliée à l'État islamique, ont pris jeudi dernier le contrôle de Baga, un important port de pêche sur le lac Tchad, après avoir pris d'assaut 2 bases de l'armée nigériane et de la force multinationale mixte qui accueille des unités du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun. Selon des sources de sécurité, Boko Haram contrôle la majorité des rives du lac Tchad après la prise de Baga. En janvier 2015, Boko Haram avait déjà pris le contrôle de Baga, tuant des centaines d'habitants. La ville avait ensuite été reprise, mais les djihadistes continuent d'attaquer l'armée et les civils dans cette zone qui est un bastion du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Au Soudan, le président Omar El-Béchir a appelé hier dimanche la police à s'abstenir de recourir à une force excessive contre les manifestants. Cet appel fait suite aux meurtrières protestations antigouvernementales qui ont secoué plusieurs villes du Soudan ces derniers jours. Les détails. Le président Omar El-Béchir appelle les forces de police à s'abstenir de recourir à une force excessive lors des manifestations. Admettant les nombreux problèmes économiques que traverse le Soudan, le président soudanais a exhorté les manifestants à ne pas détruire, piller ou voler les deniers publics. Son appel fait suite aux protestations antigouvernementales qui ont secoué plusieurs villes du Soudan ces derniers jours. Le 19 décembre, des protestations provoquées par la hausse du prix du pain ont éclaté dans plusieurs régions soudanaises et se sont étendues à la capitale Khartoum les jours suivants. Au moins 19 personnes, dont 2 membres des forces de sécurité, ont été tuées selon un bilan officiel. Néanmoins, l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a fait état de 37 morts.
Amputé des 3/4 de ses réserves de pétrole depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, le Soudan a vu l'inflation s'établir à près de 70% annuellement, tandis que la livre soudanaise plongeait face au dollar américain. Des pénuries de pain et de carburant touchent plusieurs villes. Les manifestations ont cessé depuis vendredi, mais des militants et des groupes d'opposition ont appelé à de nouvelles protestations ce lundi. Plusieurs membres des formations d'opposition avaient été arrêtés en marge des protestations. Au-delà des revendications sociales, certains manifestants réclamaient aussi la chute du régime d'Omar el-Béchir au pouvoir depuis 1989. 45 migrants clandestins ont été secourus par les gardes-côtes au large de l'île de Kerkena, dans l'est de la Tunisie. Une information confirmée par la garde nationale tunisienne qui n'a pas fait état de victimes. Des précisions à travers ces images. Le sauvetage avait eu lieu en matinée de dimanche. Leur embarcation était tombée en panne au large de l'île de Kerkena. Ils sont au total 45 migrants clandestins secourus par les gardes-côtes tunisiens, dont 2 femmes enceintes. Selon la garde nationale tunisienne, qui n'a pas fait état de victimes, les personnes secourues sont pour la plupart des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne et tous en bonne santé. Leur embarcation, qui était partie des côtes libyennes pour rejoindre l'Europe, avait finalement échoué au large des côtes tunisiennes. D'après un porte-parole de la garde nationale tunisienne, les migrants secourus ont été pris en charge par le Croissant Rouge tunisien. Le pays a été témoin de plusieurs naufrages meurtriers. Le dernier en date a fait 87 morts au mois de juin dernier, en majorité des migrants de nationalité tunisienne, après le naufrage de leur bateau au large de l'île de Kerkena. Un nombre croissant de Tunisiens en quête d'emploi et de perspectives d'avenir tentent de se rendre illégalement en Italie via la Méditerranée. La Tunisie est considérée comme l'un des principaux points de passage de migrants clandestins, essentiellement originaires d'Afrique subsaharienne, vers l'Europe et principalement l'Italie. Au Bénin, l'ancien syndicaliste Gaston Azoua, décédé le 30 novembre dernier, a été conduit à sa dernière demeure samedi dernier. Ce fut l'occasion pour la nation béninoise de rendre un dernier hommage à ce virulent et infatigable combattant des luttes syndicales qui dirigea pendant 21 ans la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Reportage. Venus des 4 coins du Bénin et d'ailleurs, syndicalistes, travailleurs, autorités à divers niveaux ont rendu des hommages mérités à feu Gaston Azoua, ce défenseur inlassable de la cause des travailleurs qui présida aux destinées de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB pendant 21 ans avant de succomber à la maladie. Juste après 2013, la maladie s'est abattue sur lui. Le 19 septembre 2017. Cette fois-ci, elle est foudroyante. Il a tenté de s'en sortir, clopin-clopin, le 4 janvier 2018. Et le 9 janvier, c'était la dernière fois qu'il avait à parler. Quelques mois plus tard, Gaston Azoua rendit l'âme le 30 novembre 2018, laissant derrière lui une famille attristée, mais aussi des milliers de camarades de lutte. Gaston Kassobé Azoua a été un homme courageux, combatif, sociable, épanoui. Disons tout court que c'était un bon leader qui a tout donné dans la lutte pour la liberté et l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs, bien sûr. Gaston Azoua s'en est allé, mais pour ses compagnons de route, la lutte continue pour la satisfaction des revendications des travailleurs. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi et bon réveillon à toutes et à tous.